Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena et bonne année, bien sûr. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau pour la première émission de 2026. On espère que les fêtes ont été bonnes, que vous avez bien profité. Parce que tout ça maintenant, c'est terminé. Le sapin est rangé, les cadeaux des enfants un peu abîmés dans un coin de la chambre, ils s'en servent déjà plus. Mais le retour à la vie normale quoi. Et nous on est là pour parler avec vous de l'actu sportive de ce mois de janvier avec une bien belle équipe autour de la table. À commencer par Emeric. Comment ça va Emeric en ce début d'année? Forme, Dry January. Dry January, qui tient parfaitement, je tremble même pas. Tout va bien. Je suis pas en manque. On a la patate, on est encore en vie, donc tout roule. C'est une bonne manière de voir la vie. Exactement, un jour de plus, un jour de gagner. Ça c'est très bien. Ravi de te retrouver en pleine forme. Emeric à tes côtés. William. Bah écoute, tout va bien. January, voilà. Pas de dry qui tienne. Non, mais vu que je suis pas un gros buveur, j'ai pas besoin de me mettre de limites, tu vois. Tu parles. Je vois pas de. Du coup, c'est cher dans ma gueule. Je vois pas de quoi tu parles. Oh bah non, mais c'est juste qu'il est un peu plus que moi. Il est breton quoi. Et voilà, les clichés. Moi, je voulais pas aller sur ce terrain-là. L'année 2026 par du racisme. Très bien. Du coup, il s'est plus. Ça va. Et puis Julien en super sub parce que le titulaire du poste n'est pas un beau début d'année pour Antoine qui a l'habitude. Vous connaissez le verglas, la chute bête quoi. Voilà. La chute, c'est pas toi que ce sera arrivé ça. Non, la chute bête à la sortie de la maison sur le verglas. Non parce que moi je suis resté. Non mais alors, personne ne lui demandait de sortir de chez lui donc c'est pas très grave, il reviendra vite. Faut venir bosser à 8h. En plus. Un lundi, le mec est zinzin complet. Il reviendra vite. On l'embrasse Antoine. Évidemment. Si on sait qu'il nous regarde du coup avec son bras en écharpe comme ça, devant sa télé. Et tout le monde est en forme, c'est parfait. On va être parti pour la première séquence de cette émission. Et on va commencer par un événement, un vrai, n'ayons pas peur des mots. La signature pendant le mercato du Brésilien Endrick en France. Et oui, un joli coup réalisé par l'OL qui se l'est fait prêter par le Real Madrid. Et le Brésilien a montré tout de suite de quoi il était capable. Premier match dimanche à Lille, un but, une bonne patate sur le poteau aussi, qui méritait mieux. Une première très réussie. Donc Julien. Écoutez, au risque de vous surprendre, non, pas du tout. Pas du tout. Je peux même vous dire, de source sûre, que c'était la soupe à la grimace dans les bureaux de Vallée cette semaine. Les chiffres sont tombés à 80 000 vues seulement sur la vidéo du but d'Endrick postée par le club. Je vais vous dire que les murs ont tremblé dans le bureau du responsable de com. Michel Kang n'a pas du tout apprécié. Attends, mais je comprends pas très bien, Julien. Pourtant, tout le monde a dit qu'il s'était bien débrouillé sur le terrain, qu'il avait été impressionnant pour sa première, tout ça. Je comprends pas trop. C'est une bonne nouvelle, non, quand même? Alors, ce serait une bonne nouvelle si on l'avait recruté pour marquer des buts. Malheureusement, le recrutement d'Endrick, il faut le savoir, parce que c'est pas évident comme ça. Il obéit une autre logique, c'est avant tout celle de doubler le nombre de followers sur les réseaux sociaux pour l'OL. Je ne fais ici que reprendre les paroles de Michael Erlinger, le directeur sportif du club, au moment de la présentation du Brésilien. Endrick nous aide déjà avec notre image. Sa vidéo d'annonce fait 20 millions de vues, record absolu du club. Son niveau de célébrité est très élevé. Passage intéressant. Je me permets de t'interrompre. Effectivement, il commence très bien, il commence fort. Avec 1,2 million et c'est vrai que 1,2 million de likes quasiment, et c'est un peu là où on attend Endrick sur la constance parce que c'est bien de faire 1,2 million sur sa présentation, mais il va falloir faire du like aussi sur des déplacements, peut-être sur des pelouses un petit peu plus, on va dire, confidentiel. Faire 1 million de likes à Lorient, c'est pas 1 million de likes sur une signature par exemple aussi. Son deuxième match, donc 80 000 likes, c'est de la teneur de Ghezal quand il arrive. Voilà, et pourtant tu joues à Lille, et est-ce que tu es dans les clous des objectifs? Non, sachant quand même que c'est la nouvelle marotte des fans de data, sachez-le. Le nombre de followers, ça nous vient directement des États-Unis, qui, sachez-le, décide des pays à envahir sur la base directement du nombre de followers. Par exemple, Maduro, il y avait plus de followers que le président colombien. Ça, c'est pas grand-chose, c'est tombé sur lui. On peut saluer le travail, je pense, des scouts lyonnais sur ce dossier, parce que ça fait depuis le mois d'août, la fin du mercato d'été, qui travaillent là-dessus. Ils passent du temps sur TikTok, sur Insta, sur toutes les plateformes pour dénicher le renfort idéal. Et je crois que sur Endrick, ils ne se sont pas trompés, même si évidemment il faudra voir sur le temps long, parce qu'Endrick, depuis le début de sa carrière, c'est vraiment du solide, 14,5 millions de followers sur Insta.
Suivi par Rafael Nadal, ça nous change quand même de Corentin Tolisso, suivi par Caroline Garcia. 5,4 millions de followers sur TikTok, 400 000 sur X. On peut raisonnablement tabler, c'est l'objectif en interne, sachez-le, sur 25 millions d'expected followers d'ici la fin mai. Ça a très peu d'équivalent sur le marché français. Pour vous donner quelques exemples, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, on est à moins de 20 millions. Mason Greenwood, 3 millions en comptant les hommes qui battent leurs femmes. Esteban Le Bol, à peine 22 000. Et le RC Lens, tout mouillé en comptant le concierge, 490 000. Voilà, c'est là où on voit qu'il y a du taf qui a été abattu, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que les autres clubs de Ligue 1, ils sont montés dans le train de cette nouvelle manière de recruter Alors, pas tout à fait. C'est ça qu'on a pu prendre le temps de parler de différentes cellules de recrutement, voilà, qui ne sont pas toutes d'accord entre elles sur ce sujet-là. Est-ce qu'il faut privilégier d'abord les données TikTok? Est-ce qu'il faut aller voir sur Instagram? Il y a évidemment les anciens qui ont du mal à quitter Twitter. Et puis alors d'autres carrément Moyen-Âge. Moi j'ai été absolument ébahi de voir qu'il y en avait encore qui travaillaient avec des outils du 19e siècle, VO2 max, kilomètres parcourus. Ballon perdu, duel gagné, but marqué. La preuve une nouvelle fois que le foot français a beaucoup de mal avec la modernité. C'est toujours en retard, toujours c'est en ça. train de retard. Effectivement. Ça, Mais c'est ça, dingue. c'est quand même étonnant de voir que certains restent cantonnés à leurs données physiques là. Enfin, c'est quand même assez effarant. Comme si Quoi. c'est ça qui comptait aujourd'hui dans le sport de haut niveau, quoi. C'est Le sport. Saut 2010, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'effectivement, il faut avancer avec son temps et qu'on sait très bien que demain, un Ballon d'Or, ça se jouera sur le nombre de followers, le nombre de vues, quoi. C'est un petit peu ce qui va faire la différence. Petite précision d'ailleurs, Julien, je me permets de préciser parce que selon nos informations, les dirigeants lyonnais avaient d'abord pensé à se faire prêter l'attaquant de l'Atlético, Raspadori. Tout à fait. Mais apparemment, selon les plateformes, c'était seulement 14 millions d'expected vues. L'écart. Du coup, ça a été jugé insuffisant par les décideurs. Tout à fait, sachant que également entrer en ligne de compte dans le recrutement d'Henrik, le fait qu'il sorte avec une top modèle brésilienne, qui elle-même, en mettant des photos d'elle en maillot de bain avec Hendrik dessus, peut aider un petit peu à hausser le curseur. Et ça, Raspadori, c'était pas possible. Avec sa meuf, tu vises la Ligue des Champions normalement en fin de saison, quoi. On peut, la Ligue des Champions d'Expected Followers, on peut y penser raisonnablement pour l'OL. Très bien. Très bien aussi, et peut-être un dernier petit mot sur son impact aussi sur la communauté chrétienne lyonnaise. Il répète 3 fois par interview que c'est grâce à Dieu qu'il est là. On sait qu'il va à peu près 3 expected messes par semaine. C'est vrai, et c'est des chiffres qu'on n'a plus connus depuis Bafé Gomis à Lyon. Et je sais là aussi, j'ai mes entrées à Lyon, que sur son lit de mort, Bernard Lacombe, qui était très croyant, c'est lui qui avait emmené tous les attaquants de l'OL qui arrivaient prier à Fourvière pour marquer des buts. C'était un peu un de ses derniers vœux sur son lit de mort, c'était d'avoir enfin un numéro 9 chrétien à l'OL. Là, on a vraiment été exaucés pour cette Auvergne. Est-ce que les matchs de l'OL seront donc diffusés sur CNews? Non, pas prévu encore. Non, mais sur Cato TV probablement. Cato TV, oui, je sais c'est pas, vrai. c'est à voir. En différé, c'est une question de droit. Parce que c'est important, il faut bien donner. Moi j'ai la stat, parce que vous savez, je suis lusophone, donc j'ai pu aller voir un petit peu au Brésil. Hendrik, c'est 6 gracias a Dios par match en moyenne, et ça peut faire la différence. Au moment où il rentre sur le terrain, au moment où quand il rate une grosse occasion. Quand il rate, non, parce que alors, moins, mais quand il marque un but, Alors, et quand il réussit un dribble. Alors, ce qui serait vraiment bien là-dessus, c'est qu'il le fasse à chaque fois qu'il frappe. On passerait à 20-25 fois par match, et là, je pense qu'il n'y aurait pas Et là, on imprime bien là. Après, il y a la 25 question fois par match, du prosélytisme un peu trop voyant, donc c'est pour ça aussi que voilà, 5-6. C'est une religion qui est tolérée. C'est vrai. On peut proséliter au niveau catholicisme en France. Le reste, un peu plus touchy. Ça, on peut y aller. Ok, merci Julien pour cet éclairage. Je vous en prie. En tout cas, je pense qu'on a Vous allez appris, entendre parler, ces expected followers, c'est vraiment je vous dis, c'est les datas qui arrivent en 2026. Alors, du coup, même si c'est un peu secondaire, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on parlerait pas un petit peu quand même, malgré tout, de Hendrik sur le terrain et de ce qu'il peut amener à l'OL? Premier match, on l'a dit, réussi quand même à Lille. On voit ce qu'il peut amener. Il joue pas toujours forcément avec le copain, mais il apporte de la percussion, ça va faire mal. Surtout si on pense qu'on l'a pas pris pour ça. En plus, il marque des buts, qu'il est bon et qu'il est meilleur que Satriano. Alors vous me direz, meilleur que Satriano, pas forcément obligé d'aller chercher Hendrik. Mais est-ce que ça va permettre à l'OL de remporter Ligue Europa? Moi j'y crois. Si vous voyez, sachez-le. Évidemment, surtout qu'on sait qu'il va y avoir d'autres retours qui vont arriver. Vu la première partie de saison que nous a fait l'OL, son premier match, moi, il m'a fait penser au match de Zlatan avec le PSG à Lille. Ouais, carrément. Un ballon, une frappe, une patate, il éclate la barre et tu te dis, ok, le mec, il a un truc différent des autres.
Et effectivement, ça se voit assez facilement que ouais, c'est au-dessus du lot. Ça fait plaisir d'avoir ce mec-là en début de saison. Là, Généralement, les Brésiliens, quand ils arrivent en France, il y a un petit temps d'adaptation quand même. Ouais, mais c'est parce qu'ils arrivent du pays. Là, c'est vrai qu'il est alors même s'il joue pas beaucoup, il est quand même en Europe depuis 1 an et demi. Il faut juste, en fait, pour moi, c'est juste, il faut pas qu'il se blesse, quoi. C'est tout, parce que c'est vite arrivé, un tac de boucher. On connaît notre championnat. Fofana, ça lui a coûté 4 mois. Et comme il reste que 6 mois, c'est vrai qu'il faut juste qu'il soit capable de jouer les 20 matchs sans se péter d'une manière ou d'une autre. Auquel cas, ça changera un peu la phase de la saison de l'OL. Après, je veux pas lui porter la poisse, hein, mais Hendrick, je sais pas si vous avez vu, pour le casser, va falloir y aller. Hein. Ouais, c'est un sacré morceau. Ouais, Hein, belle cuisse. Ouais. Centre de gravité très bas, Ouais. ça bouge vite. Les anciens vous diront qu'il ressemble à la Pelé. Bon, enfin, ils sont plus là pour en témoigner, mais il est bien costaud. Que t'as connu, toi? Bah, oui, il y a niveau... Bah, Où est-ce que ça va? Bah non, parce Parce que c'est qu'il vieux. il passe son temps à prier et à se mettre en photo avec sa compagne, parce qu'il est déjà marié à peine 14 ans et demi. Donc, On peut penser qu'il sort moins que d'autres. C'est pas fiesta. c'est pas dans son ADN, apparemment. Après, Ronaldinho n'est pas encore venu à Lyon en visite, alors peut-être ça changera. On sait pas. Là, comme on dit à Rio. Là, mais en tout cas, ouais, ça peut faire Ligue Europa. Franchement, tu fais un petit dernier carré. Ça peut faire top 3 Ligue 1, du coup, si ça fonctionne bien. C'est un peu excitant pour la deuxième partie de saison. Ouais. Sous-estimons pas quand même la capacité de Paulo Fonseca à ne pas réussir à répondre aux attentes quand il a le matos. Trop de qualité, trop de qualité dans l'équipe. L'inverse, il y arrive. Par contre, quand il est attendu, j'attends encore de voir. C'est vrai. Et Fofana, ça revient quand? Pas assez tôt, visiblement, c'est pas bon. Enfin, globalement, Fofana, c'est fin février, visiblement. Ouais, Noamment, on le puis retrouvera qu'ils pas se cette remettent et année. tout, Bon, non, je pense que ça revenait plus. mais avec Sopiel, le petit Moreira qu'on va réussir à revendre probablement 35 millions en première ligue cette année, alors qu'on l'a acheté pour 3 cailloux de cigarettes et qu'on savait même pas qu'il savait jouer au foot. Merci pour le fond de sec. Et Pavel Souch, qui va continuer de mettre des buts. Voilà. Incroyable, sans faire exprès. Ça parle un peu trop sport à mon sens. Ouais. On s'écarte de notre On sujet, s'écarte, le ouais, people. ça. Le people. C'est vrai, ça. Le people, on va s'arrêter là du coup parce qu'on commence à vraiment trop dériver. Vous avez raison, merci messieurs. Ouais, on va passer à la prochaine séquence tout de suite, après une petite virgule. Et cette nouvelle séquence, et oui, elle s'intitule, vous l'avez vu, la question qui tue. Nouveau format qu'on tente dans cette émission. Bon, écoutez, on va voir si On est inventif. amené à revenir régulièrement, si ça marche bien ou si ça marche On pas. va vous le dire très rapidement. Hein. Une séquence où on pose une question légèrement teintée d'ironie. Légèrement, voilà, cette semaine, on se demande combien de temps va mettre Carlos Alcaraz avant de rappeler Juan Carlos Ferrero à son chevet. Parce que vous n'avez pas raté ça évidemment pendant l'hiver, ils ont annoncé leur séparation. Donc Ferrero qui était entraîneur depuis toujours de Carlitos. Et c'est fini donc, et pour cette saison 2026. Donc je vous avais demandé une date, les gars. À quelle date, à votre avis, Alcaraz va rappeler Ferrero? Et voilà ce que vous m'avez dit. J'ai préparé une petite illustration. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est Carlitos, le petit diable et le petit ange. Superbe, superbe. Avec Juan Carlos qui le regarde là-bas, au fond à droite. Et donc, mes vainqueurs, ils sont là. Ça a été détouré. Bonne tête d'horreur. Ouais. C'est travail d'artiste. On a même des petits... Emeric a mis du gel, j'en ai profité. Du coup. Emeric me dit avril, William me dit mai, et Julien juillet. Vous allez avoir l'occasion de vous expliquer. Et j'aimerais d'abord avoir l'avis de Emeric Le Gall qui m'a mis le mois d'avril. Pourquoi donc? C'est très gentil. Parce que William avait pris la date qu'on voulait tous utiliser, bien évidemment. Refusé comme excuse. Refusé. Avant Roland Garros, on imaginait bien. Toi, c'était après ou après? Oh, moi c'est pendant, t'inquiète. Mais C'est ça va, pendant, t'inquiète. ouais, Je spoil d'accord. pas. Du coup, oui, on a dû trouver une autre réponse. Bon, avril, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Barcelone? En Je sais pas, avril? c'est toi qui C'est sais. la saison de terre battue qui commence. T'étais censé avoir travaillé. Non, Barcelone. c'est Monte-Carlo. C'est Monte-Carlo. Barcelone, Madrid. Ah ouais, bah, très bien. Oui, moi je le vois bien peut-être se chier sur un premier tournoi, voir très rapidement que son hygiène de vie sans son mettre à jouer, c'est mort. Et puis, Sans mettre à penser. se mettre à vivre. Et se dire que le temps presse et qu'il est encore possible de rappeler Pépère et d'être au haut niveau pour Roland Garros. Donc ça me semble être la bonne date pour se rendre compte que c'est la plus grosse erreur de ta vie que tu as faite, Carlos. Donc assez rapidement finalement. Avril, Assez rapidement. on est, Dès que la terre battue commence et qu'il voit que non, ça va pas le faire. Alors que William a attendu mai.
Alors William. Ouais, parce que ça va se faire en deux temps. C'est-à-dire que d'abord à Melbourne, il va faire finale contre Yannick Sinner où il prendra 2-3 et 1 en finale. Il va se dire, bon, bah tout va bien. Et là, la descente va commencer. C'est-à-dire que, bon, Indian Wells, Miami, tout ça, il va faire des... Voilà, Rotterdam, il va faire des quarts, des C'est pas son deuxièmes tennis, tours. de toute façon, ça. Mais voilà, on va se dire, bon, ça va, c'est comme d'habitude, il est un peu en dents de scie. Lui, il va se dire, faut que j'aille à Ibiza. Et il va se blesser, encore une fois, comme d'habitude, après un tournoi sur terre battue qu'il aura remporté, en se disant, encore une fois, voilà, je me suis rassuré, tout va bien. Et le problème c'est que d'habitude, il se reprenait à Roland-Garros, mais là, il va perdre au troisième tour contre Alexandre Muller en 4-7 sur le Langen. Et c'est là où on va comprendre que les choses, finalement... Il y a un vrai problème. Ouais, il y a un problème sans Ferrero, choses qui vont s'aggraver définitivement à Wimbledon avec une défaite au second tour contre Giovanni Mpecci Péricard. Et là, voilà, ce sera la dégringolade et il rappellera Ferrero en pleurant. Donc mai, juin, ça sera par là. Ok, et Julien, juillet. Alors, ouais, moi, Juillet, attends, je je te tente un laisse. truc un peu différent. Oui, t'as raison. Mais alors, c'est plus une question de calendrier. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il ne se sera pas préparé assez sérieusement pendant l'intersaison et qu'il va se péter à Melbourne. Et qu'il va avoir un mois et demi d'absence, parce que ça va être la cuisse. Et que du coup, il va vraiment pouvoir recommencer à jouer sur la saison de terre battue. Il va perdre Roland. Il ira loin, demi quand même, finale, perdra contre Sinner. Alexandre Miller. Il dira, bon écoutez, on continue comme ça. Et puis sauf que quand il va perdre à Wimb, au troisième tour. Alors, j'aurais aussi pu dire Giovanni Mpecci, mais Un peu facile. j'ai envie de dire Musetti des grands jours. Ouais. Voilà, par exemple, qui finira un match en se pétant 5-7, ça paraît peu probable, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas. Et surtout, le soir même de son élimination, arrêté dans un pub londonien pour attentat à la pudeur sur une jeune Anglaise qui n'avait rien demandé. Bon, bah là, il dégrise en garde à vue, et là, le premier coup de fil à un Ouais, ami, qui vous voulez appeler qui voulait appeler, bah, ce sera Juan Carlos Ferrero, parce que là, il sera au plus bas, et effectivement, c'est là où il constatera que bah, il fait une connerie, quoi. Voilà. Très bien. Et Juan Carlos qui sera sûrement disponible, hein, parce qu'il a dit qu'il avait déjà été sollicité pour reprendre quelqu'un et qu'il allait s'accorder un peu de temps, parce qu'il y avait le temps du deuil quand même. Ah, Vraiment, il est en vrai processus il est pas bien, de hein. deuil, Juan Carlos. Il n'a pas l'air bien. Il a passé ses fêtes à chialer. Il l'a pas vu venir, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a pas vu venir. C'est une question d'argent, comme tout dans la vie. Bah alors, justement, parlons-en, parce qu'on a un peu de temps tranquille. Alors lui il dit, problème au moment de la renégociation, chaque année ils renégocient leur contrat de voilà, qu'est-ce qu'on va faire sur l'année, qui prend quoi, tout ça. Et c'est pas un problème tout à fait financier, mais c'est un problème de reconnaissance et de clause. En fait, Ferrero il disait, bah moi j'ai pas assez de... Il n'y a pas assez de clauses en ma faveur, entre guillemets. Enfin, il ne demande pas non plus grand-chose. Il sait très bien que c'est le joueur le plus important. Mais Quoi, pour... ouais, voilà. Et pour amener une certaine reconnaissance, et il dit qu'il n'a pas eu ça dans la renégociation. Et le pire, c'est qu'il disait, bon, ça va aller, on va se voir avec Carlos Alcaraz, on va en parler 15 minutes et puis ce sera fait. réglé. Et en fait, ils se sont même pas parlé avant que finalement Alcaraz dise c'est fini. C'est très étrange. Ils se sont parlé par intermédiaire en fait, ils se sont pas parlé directement pour essayer de régler ce C'est truc. ça, quand tu connais quelqu'un. Qui imagine Rafael Nadal au même âge Bon, après faire ça en famille, c'est encore. Ouais, non, mais même globalement. Bah là, c'est quasi pareil. Il l'a pris à quel âge? Il l'a pris à 13 ans. Même et tu avant vois, ça. Nadal oser ne serait-ce que prendre une décision pareille sans au moins assumer de lui dire en face et de l'appeler, Oui. prendre son téléphone. Moi, c'est ça qui me choque en fait, c'est qu'ils se parlent même pas alors qu'ils se connaissent depuis qu'il a 8 ans, quoi. Enfin, C'est pour ça que c'est je pas pose la sérieux. question et que tu te demandes s'il n'y a pas des dessous plus... Il y a peut-être la question aussi de la place de l'agent aussi auprès d'Alcaraz, parce qu'on connaît l'histoire de Ferrero et d'Alcaraz, mais l'agent d'Alcaraz est très proche d'Alcaraz aussi. Hein. C'est peut-être aussi lui qui a réussi à le convaincre. Mais effectivement, faudrait être une petite souris pour le savoir. Peut-être que ça finira par sortir, mais c'est très très suspect. Non, comme ils se remettront ensemble vite, on en parlera. Bah, moi, je vois pas honnêtement comment ils pourraient ne pas revenir ensemble. Peut-être pas tout de suite, mais Alcaraz il va vite se rendre compte que ça part en live sans papa. Que la soit vraiment trop profonde et que... Mais qu'il passe à autre chose avec quelqu'un d'autre. Hein. À C'est moins pas que- le seul sur le marché, c'est pas le meilleur entraîneur, c'est pas le seul. Ou alors Sinner découvre les femmes. Il faut aussi taper là-dessus. Et Alcaraz, Non, arrête. c'est une vanne parce que je crois qu'il est déjà avec quelqu'un. Oui. mais en tout cas, j'ai retrouvé Y a rien à faire. quelques déclats de Ferrero. Enfin, Ça c'est empêche pas. c'est une vraie rupture amoureuse pour lui. Enfin, nous avons peut-être tous les deux besoin d'un peu de temps pour digérer cette rupture.
Ce n'est pas si facile, pour l'instant je souffre. Ces relations sont difficiles à abandonner du jour au lendemain. Il faut passer par une période de deuil, cela va prendre du temps. Là, c'est la période où t'écoutes encore du Larousseau. Ça ira mieux, Juan Carlos, on a tous connu ça. Ces instants. Vous croyez qu'il écoute vraiment la Rousseau Qu'est-ce qu'on écoute en Espagne La Rubia. La Rubia. La Rubia. Mais oui, c'est la même chose. Ouais, non mais surprise pour tout le monde. En Ouais. tout cas, parce que le grand public, tu peux dire oui, mais en fait, le pire, c'est que même lui, il se dit. Là, ça, c'était le bingo du fin d'année, on s'y attendait pas. Ouais, disons que le départ de Xabi Alonso du Real Madrid était un peu plus attendu, par exemple. Ah, Peut-être parlons-en aussi. un poste à prendre pour Ferrero Ouais. Ah, ça pourrait être marrant, ça. ou pour Nadal. Oh, ça, c'est Non, Nadal, ça sera. un bon papier à Oui. écrire, ça. Je voulais en parler d'ailleurs. Est-ce que vous voulez faire juste une toute petite session Real Madrid avant qu'on se quitte Bon, ouais, on peut. pour la parce pub. que c'est- Qui veut parler Real ici Qui veut parler Real Bon, on veut toujours parler. Comme ça, au débeauté. C'est drôle. Dire du mal d'une dictature, on est toujours pour ici. Allez, c'est parti avec Xabi Alonso qui s'est fait. Qui est parti ou qui s'est fait lourder A priori, il aurait démissionné, Ouais. mais ça me semble quand même étrange de s'asseoir Florentino sur, Pérez l'a démissionné de Ouais, voilà. balle Sachant- dans le dos. D'un commun accord. a Sachant que le priori. mec s'est renié depuis 3 mois pour durer en poste, effectivement, je vois pas pourquoi une défaite qui n'était pas plus déshonorante qu'une autre l'aurait poussé à démissionner. À mon avis, effectivement, on lui a montré les escaliers, on lui a dit saute, Xabi. Et puis se montrer généreux avec un club qui t'a traité comme une bonne daubasse depuis des mois. Enfin, faudra vraiment Ouais, un million bon, pour, enfin, il a quand même avalé des couleuvres aussi. Oui, Juste pour dire que légalement, il prend ses 5 millions, c'est 10 millions. Oui, il va prendre. Logique. Il va profiter de la vie avec le chécos de Florentino. Voilà. Et en vrai, il part au bon moment avant d'être complètement dépressif. Bah, il va nous faire une amorim. Déjà. Mais la Ouais. question, c'est qu'est-ce qu'il faut au Real Parce que tu te dis, Xabi Alonso, Juan Carlos le mec, super, ancien joueur, très respecté, a fait du super boulot avec Leverkusen. Il arrive au Real pour remettre de l'ordre. Tu peux te dire, enfin, le mariage, il est idéal sur le papier. Et en fait, même pas 6 mois, quoi. Idéal, c'est compliqué Non. à dire quand même. C'était quand même un Real en reconstruction avec un Kylian qui arrive là-dedans. Et vous connaissez tous mon avis sur les bénéfices qu'apporte Kylian dans un groupe. Je Qui pense sont qu'il y a- mais aucun. Si, mais des buts, il est important. Mais c'est quelqu'un qui prend trop de place. Et je pense que le Real Madrid va avoir. Ouais, c'est compliqué à gérer. Je m'attendais pas à un succès de Xabi Alonso et qu'il allait pas recalquer ce qu'il avait fait à Leverkusen. C'est pas le même vestiaire, Non, c'est pas les mêmes boulards. En tout cas, il aurait besoin d'un peu plus de temps probablement pour. Mais en fait, ce qui est décevant, c'est que moi, j'étais assez déçu parce que au-delà de tous les obstacles inhérents à être entraîneur du Real Madrid, je veux dire, c'est quand même un reniement. On a rarement vu ça. Enfin, les meilleurs matchs de Xavi avec le Real, c'est les 3 premiers. C'est la Coupe du Monde des clubs. On s'est dit tiens, il se passe un truc, le Real, il joue machin. Et puis alors après on peut trouver plein de raisons, mais en fait ça a été de mal en pis. Plus la saison avance, moi il joue bien. C'est assez extraordinaire quand tu as un nouvel entraîneur et que tu mets des trucs en place. À un moment donné, c'est peut-être un génie du foot, Xabi Alonso, mais le Real Madrid c'est un peu Après, grand là, pour tu lui. vois, il sait pas quoi foutre de Bellingham. Non, il mais il est sait pas quoi revenu, foutre il de la sait pas moitié quoi- des joueurs. Et Vinicius, il sait pas comment le prendre. Et Bah, enfin, c'est- à part mettre Kylian en numéro 9, il sait pas trop quoi faire. sinon, J'ai quoi. l'impression Et- que C'est pour ça que c'était pas la. Je pense que c'était pas le bon entraîneur à ce moment-là, effectivement. En fait, il y a une gestion géopolitique interne, entre guillemets, là, des égos qu'un meneur d'hommes, quel qu'il soit, va devoir prendre en charge à un moment donné. Xabi Alonso, c'est pas un manager dans ce sens-là. Xabi Alonso, c'est du tacticien. En fait, il faut qu'il arrive dans une équipe, dans un vestiaire où ses problèmes sont déjà réglés. Lui, il n'est pas fait pour les régler, En fait, on le sait maintenant. Xabi Alonso, il aime trop le foot pour être entraîneur du Real. Non, Ouais, je c'est pense pas que ça un l'intéressait seul- pas. Non. Pour moi, entraîneur du Real, c'est comme tu arrives sur un plateau de Cinoche et où tu as Al Pacino, De Niro et machin, et t'es pas là à leur dire alors mets-toi là et dis ça tellement. En fait, les mecs t'arrêtes, tu leur dis bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui Et puis Tant voilà. qu'ils sont heureux ensemble. Enfin, franchement, et ils sont mauvais, ça joue à rien, puis ça gagne comme une des champions sur 3, une Liga sur 2. Franchement, que demande le peuple enfin, tu vois, si on demande au Real de bien jouer au foot et d'être cohérent, il y a tout le reste du foot pour ça. Donc nous, on veut juste... Oui, voilà. Nous, on veut juste une équipe FIFA avec des stars qui se mettent sur la tronche. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très bien pour Zidane, parce que j'allais dire, c'est dur. Zidane, il a connu que le Real comme entraîneur principal. Du coup, tu te dis, le jour où il faudra vraiment entraîner une équipe, ce sera peut-être compliqué. Mais là, bon, l'équipe de France, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est vraiment l'équipe nationale, c'est le Real Madrid. C'est les meilleurs joueurs du monde que tu essaies de faire jouer vaguement ensemble, mais qui écoutent un peu plus leur coach quand même. Parce que quand tu joues pour ton pays, il y a un truc un peu supérieur, c'est-à-dire que tu te sens pas, tu peux pas chier sur tes coéquipiers, sur ton entraîneur, comme tu as le loisir de pouvoir faire. Alors, au Real, quoi. Kylian Mbappé, ce serait pas permis son histoire de
de aide d'honneur qui refuse ridiculement devant les caméras du monde entier avec un petit comportement de péteux. Je trouve que c'est un comportement de péteux. Oui, mais bon, Kylian, Il regarde 4 fois les caméras, voir si on le regarde bien. il a aussi fait sécher un rassemblement des Bleus, si tu vas par là. Donc, Oui, je pense que je pense pas que ce soit le problème parce que l'institution en soi, certes, la sélection est une institution moralement supérieure, mais le Real Madrid en soi, s'il y a une institution dans le football qui est forte, c'est bien celle-là. Et preuve que c'est pas un garde-fou suffisant pour tous ces types-là. Et puis quelque part, au fond, juste n'oublions pas un truc, c'est que le Real, c'est la meilleure équipe des 10 dernières années et qu'à un moment donné, il faut que ça tourne. Enfin, si c'est juste tout le temps, tu vois, je me rappelle, il y a 2 ans, on avait rigolé en faisant un papier, faut-il interdire le Real de participer avec des champions parce qu'on en avait ras le cul. Oui. Bon, à un moment donné, voilà, le Real, ils auront peut-être 2-3 ans difficiles et ça nous fera du bien à tous. Et bien ça sûr. tombe. Il est au moment où un mec arrive dans l'équipe. Mais bon, disons qu'il n'y a aucune corrélation. Mais non, absolument pas. Et dans 5 ans, il va être bon, il sera parti. Il sera revenu dans ton club. et Kylian, 32 ans, 0 Ligue des Champions. 0 ballon d'or, allez, rentre chez ta mère. Mais il aura peut-être 30 Ça va être le moment de s'arrêter, du coup, c'est très bien. Emric va aller boire une petite gorgée d'eau et tout va bien se passer. Il va se rafraîchir. Merci les gars, on ne bougez pas, surtout on revient dans quelques minutes après une petite pause, à tout de suite. Nous revoilà sur le plateau de 20 minutes Arena. Comme vous avez pu le deviner, vous l'avez remarqué, on est en 2026 mais on ne change pas les bonnes habitudes, c'est l'heure du grand procès de la semaine. La Cour a décidé de s'attaquer pour cette rentrée à un dossier épineux qui secoue actuellement le Racing Club de Strasbourg, mais qui concerne aussi un peu tout le foot français de club, hein, on peut le dire. La multipropriété. Alors, la multipropriété, qu'est-ce que c'est pour les deux du fond qui préfèrent fabriquer des sarbacanes avec leur effaceur que suivent les cours? C'est quand une entreprise possède au moins deux clubs dans des championnats différents. Alors, comme c'est le cas par exemple avec Blueco, le consortium américain, qui est propriétaire de Chelsea en Angleterre et de Strasbourg en France. Alors du coup, ça pose un petit problème quand il y a l'un des deux clubs qui sert un petit peu d'arrière-cuisine à l'autre. D'où cette question, messieurs, faut-il interdire la multipropriété dans le foot? Deux avocats qui n'ont plus rien à prouver, mais un peu quand même, vont s'affronter dans cette affaire. Maître Pereira pour l'accusation et Maître Le Gall pour la défense. Maître Enfoiros. Maître Enfoiros. J'appelle tout d'abord à la barre Maître Pereira. Je vous mets votre petit pupitre. Allez-y. C'est bien aimable. Cette cour est à vous. Et moi, je fais une translation. Et je vois que l'opposition L'opposition n'est plus là. Faire se cacher. Faut-il interdire la multipropriété dans le football? T'en as d'autres, des questions cons comme ça? C'est quoi la prochaine? Satan est-il méchant? Donald Trump est-il complètement taré? Voilà, bon, oui. Merci pour la passe D en tout cas, ça va être une nouvelle victoire pour moi. C'est votre cynisme envers la cour immédiatement. Bon, alors, la multipropriété d'abord, c'est quoi? La multipropriété, c'est quand un cow-boy américain donc, est actionnaire de plusieurs clubs qui évoluent dans des divisions et des championnats différents et qu'ensuite il finit par faire n'importe quoi avec. Voilà, si je vous dis Botafogo, Crystal Palace, Olympique Lyonnais, ça vous parle, voilà. John Textor, évidemment, c'était son empire. Mais ça marche aussi avec les Britanniques, voilà. Petite devinette, Manchester United, OGC Nice. Et Ineos, bien sûr, et Radcliffe. Alors, avec une petite particularité pour Ineos, c'est que, quand même, eux, ils ont décidé de prendre leur club et d'en faire un cirque international. Et il faut dire que leur affaire fonctionne plutôt pas mal de ce côté-là. Enfin, voilà. Bon, le plus célèbre exemple reste quand même Red Bull. Hein. Ils avaient Salzbourg, ils avaient Leipzig. C'est eux qui ont un peu ouvert la voie à ces parcours de carrière à la Isaac Adjar. Pardon, souvenez-vous de Dayo Upamecano notamment. Adjar qui a joué avant-centre avant d'aller tout à fait, exactement. Upamecano s'était aguerri à Salzbourg et ensuite il était passé chez le club allemand au prix de très longues négociations entre les deux clubs. Allô Red? Ouais, c'est Boule. Je peux recruter ton défenseur central? Je sais pas, j'hésite. Évidemment, tout ça était cousu de fil blanc, tout comme le départ de Liam Rosenior à Strasbourg pour Chelsea était prévisible. Si le fonds d'investissement Blueco a mis des pépettes dans le Racing en 2023, c'était certainement pas par amour de la choucroute. Enfin, peut-être, si ça se trouve, c'est très bon. Y a pas de, voilà. Enfin, on sait pas, mais c'était surtout pour avoir sa propre équipe B, donc dans une équipe B, dans un club stable, d'un très bon championnat européen, avec un triple objectif pour Chelsea. Grand 1,
faire un peu de place dans son placard à mineurs pour éviter de finir dans un épisode de Faites entrer l'accusé. 2. Refourguer les Kendry Paez, Mike Penders et j'en passe à Strasbourg pour les valoriser. Comme ça, si c'est des cracks, hop, ils repartent à Chelsea. S'ils sont un peu bons et que Strasbourg en a besoin, hop, le Racing les fait signer. Et s'ils sont mauvais, on les vend. 3. Se servir si besoin comme au buffet à volonté dans l'effectif ou dans le staff de Strasbourg. Et on en revient donc à ce départ de Liam Rosenior, la boucle est bouclée. Tous ceux qui pouvaient se réjouir de l'arrivée du consortium à Strasbourg en 2023 voient le piège se refermer sur eux. Marc Keller, le premier, il doit être ravi d'être passé de bâtisseur et héros de la remontée strasbourgeoise à grand traître national. Tout ça parce qu'il a vendu l'âme d'un club au diable, l'âme d'un club à la ferveur populaire incomparable en échange de la promesse d'une pérennité sportive et économique. Mais la réalité, c'est que tout ça condamne Strasbourg à un plafond de verre sportif, à un plafond de verre tout court, j'ai envie de dire, avec un petit supplément humiliation en prime, puisque Liam Rosenior, non content de s'être barré comme un voleur à la mi-saison, aimerait en plus que le peuple d'Alsace l'applaudisse. Je cite, « Les fans peuvent être fiers de se dire qu'un entraîneur de leur club est considéré comme capable d'entraîner Chelsea. » Mais oui, mais elle est dramatique cette phrase, elle est dramatique. Je sais pas. C'est comme de dire les Vénézuéliens et les Groenlandais peuvent être fiers que les ressources de leur pays intéressent Donald Trump. Bah non, on s'en tartine. Voilà, ce système de... Voilà, petite œuvre de type illustrative. Ce système de multipropriété n'existe que pour arranger le haut de la pyramide. C'est du poison, il n'y a rien à y gagner. Les investisseurs ne s'en cachent même pas d'ailleurs, et j'ai ici un expert avec moi qui peut vous le prouver parce qu'il a fait un très bon travail d'investigation. Tout à fait. Et je tiens à saluer votre plaidoirie pour le moment, Maître Pereira, c'est du haut niveau. Merci, vous aurez un CDI à l'issue de je vous en prie, cette émission. La partie opposée m'a... Bon bref, non. Donc oui, je ne vous le fais pas dire. Après avoir épluché la presse sportive en long et en large, j'ai découvert que Bill Foley, encore un Américain, qui détient, entre autres, rappelez-vous, le club de Lorient de Bournemouth, via sa société Black Knight Football. Black Knight Football, la nuit noire, quelque part. Je trouve que c'est assez bien choisi. Bravo, Bill. Alors lui, il a carrément rien à foutre. Hein. Il est sur l'autoroute du sinistre, sur la file de gauche avec sa Porsche. Il a un plan bien établi et bien hiérarchisé pour ses clubs. Je vous lis donc ce qu'il disait dans la presse anglo-saxonne il y a quelques temps. Mon club uruguayen pourra nourrir mon club belge qui pourra nourrir mon club français qui pourra nourrir la première ligue. Tout est bien qui finit bien. Merci monsieur l'expert. Le fantasme de cette type, en fait, en définitive, c'est ni plus ni moins que la NBA. C'est une ligue fermée avec des top teams et les Strasbourg et Lorient seraient réduites au vulgaire rang d'équipes de G-League qui servent plus qu'à préparer les joueurs et les coachs au très haut niveau. Bref, la multipropriété, c'est un pas de plus vers la mort des petits et moyens clubs et c'est un pas de plus vers la mort du football qu'on a aimé. Je vous remercie. Bravo. Merci, Maître Pereira. Allez. Et on va donc appeler votre confrère, Maître Le Gall. Ça m'a l'air très bien parti déjà cette plaidoirie. Il a trouvé son faux cigare. Enchanté. J'aime beaucoup. Bon, on prendra le tableau après. Alors les grincheux, comme ça on vient chouiner, se plaindre encore une fois des bienfaits de l'ultralibéralisme. Vous n'avez pas marre de critiquer tout ce que ce monde moderne a de merveilleux à offrir? Franchement, il s'agirait de grandir. L'attaque Zuckman. Vous êtes là à vous plaindre que Strasbourg se soit fait piquer son coach par Chelsea, vaisseau amiral de la faute Blouco, comme mon confrère l'a annoncé. Mais comme là, j'ai du mal à dire, parce que moi, les gauchistes... Ça me file des boutons. Mais exactement. Et comme l'a dit Liam Rosenior en conférence de presse, les supporters strasbourgeois devraient être fiers que quelqu'un s'intéresse à leur club de bouse. Un club, voilà, Chelsea champion du monde en plus. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas si minable que ça. Et je rappelle que sans Blouco et sans Emmanuel Menga, qui lui aussi s'est barré à la trêve à Chelsea, tout en restant dans le club, mais bon, il a quand même posé le maillot. Sans eux, le monde, les gens ne sauraient pas où placer votre bled de Pécor sur la carte du monde. Ah oui, c'est vrai que c'est là que ça devenait intéressant, mais bon, du coup, c'est un peu raté. Ouais, c'est un joli montage, pourtant c'est dommage. Donc si l'an prochain vous doublez vos recettes au marché de Noël grâce à un influx massif de touristes, on dit merci qui? Merci Blouco. C'est bien travaillé tout ça. Ouais.
Ah, quand même. Et puis je vous rappelle à toutes les chouineuses, à tous ces groupes ultra qui nous bassinent avec les valeurs, le respect de la culture club, bref, tout ce ramassis de conneries wokistes, que sans la multipropriété, ils ne pourraient pas se palucher chaque week-end devant les arabesques de Valentine Barco ou les buts de renard de Panicelli. Car si vous pensez, comme l'a dit William pour le coup, que si c'est pour votre passion populaire, votre choucroute à la con et votre climat de merde, que les mecs allaient venir dans votre club, vous faites fausse route. Ils sont venus là parce que Bluco a du pognon et leur a promis que Strasbourg ne serait qu'un tremplin. Finalement, c'est la théorie du ruissellement en action, mais avec ses limites. On a de la thune, on vous en fait profiter le temps que ça dure, mais à la fin, c'est Bibi qui conduit la bétaillère et si j'ai envie de récupérer mes gars, je les reprends et je vous emmerde. Voilà, tout simplement. Pour vous démontrer, c'est très compliqué cette chronique, les bienfaits de la multipropriété. Quelques chiffres valent mieux que 1000 mots, n'est-ce pas, mon cher expert? Tout à fait, maître. Vous êtes aussi brillant que votre confrère, si je peux me permettre. Je vais faire un petit appart dans le 17e. Merci, on s'arrangera pour les frais. Oui, tout à fait. Les cordons de la bourse ne mentent pas. Et que disent les cordons de la bourse, justement, depuis l'arrivée de Bluco en Alsace? Que le budget du club est passé de 45 malheureux millions en 2022 à 185 millions grâce à Bluco. Et que la multipropriété, honnie par certains, a permis au Racing de dépenser, pensez-y, 130 millions d'euros sur le marché des transferts cet été, soit plus que le PSG. 130 millions. Vous voyez ce que c'est 1 million? Déjà l'Armina. Alors imaginez 130 millions, ce qu'on peut faire avec. C'est énorme, 130 millions. C'est énorme. Alors on va enchaîner avec un voilà, parce que William l'a un peu expliqué, mais je voudrais quand même vous réexpliquer le principe de la copropriété. Je n'arrive pas à savoir si très bien. Je suis bien calé. Ok. La multipropriété, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre l'exemple d'Eagle. Donc Eagle qui possède, donc ça c'est Eagle, je le fais assez vite. Vous me dites au niveau du timing comment je suis. Crystal Palace, on est d'accord, c'est le vaisseau amiral. Donc voilà, il est là, il est un peu au-dessus des autres. Ici, on a l'OL. Là, on a Palmeiras. Et il me semble qu'il y a un club qui s'appelle, je l'ai oublié. Je voulais dire Botafogo. Botafogo, ouais. Ouais, Botaf, ouais, très bien. Botaf. Et je crois qu'il y a Molenbeek. Bruxelles. Molenbeek. Non, c'est Bruxelles, les Lions de Bruxelles. Et un dernier dont j'ai oublié. Donc voilà, ça c'est une pyramide assez classique. Et vous allez voir que quand on relie les traits, on comprend tout de suite ce que devient en fait la multipropriété dans le fion des autres. J'ai cru que... Voilà. Et voilà, Ah, c'est la magnifique. multipropriété expliquée. Ah oui, très bien. J'ai eu peur à un moment que vous partiez sur une autre idée. Mais Non. très bien. C'était soit ça, soit l'autre. Bon, allez, on enchaîne là-dessus. Donc voilà, ça, il y avait du monde l'année dernière, quand il fallait se la péter, quand le Racing faisait trembler les cadors de Ligue 1 et se qualifiait pour la Coupe d'Europe en fin de saison. Mais c'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on n'a rien sans rien dans la vie, les gars. No pain, no gain, comme dit Thibaut Inchep. Et puis au fond, vous pouvez toujours chialer, Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Vous pouvez toujours chialer, vous avez signé en bas de page ce petit contrat. On vous a pas mis Merde. On vous a pas mis un flingue sur la tempe, me semble-t-il. Vous l'avez bien signé, ce petit contrat. C'est bon. Voilà. Ah, c'est ça, ok. Ouais, oui, c'était les trois frères. Petit contrat, signé en bas de page, on remplira après. Bon, bref, de Lorient à Strasbourg, en passant par Nice et Troyes, c'est vraiment n'importe quoi cette chronique. Le loup est rentré dans la bergerie et je vous souhaite bien du courage, mes amis, pour l'en déloger avec vos petites pancartes de syndicalistes et vos merguez grillées de chez Lidl. Ah, il est beau le prolétariat, tiens, t'en foutrais. Car il faut bien que vous compreniez un truc un jour, et je vais vous l'expliquer. Alors je sais, je m'adresse à un public de footeux, donc majoritairement il est très arriéré, bedonnant et alcoolique, donc je vais faire lentement. Mais ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que votre football ne vaut plus un rond. Moilou, peanuts, et sans la multipropriété, vous seriez déjà en train de patauger dans la boue sur des terrains de district le dimanche midi. Finalement, la multipropriété, c'est un peu comme la colonisation. À une époque, oserais-je dire bénie. Vous nous devez la vie, vous êtes des gueux, ne l'oubliez jamais. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller déloger des squatteurs qui ont posé leur tente dans l'un de mes 58 appartements que je loue pour une bouchée de pain à des étudiants paresseux et des travailleurs jamais contents. Merci. C'est scandaleux. Je sais pas si on doit dire merci, Aymeric, mais merci, Maître Le Gall. Il a été meilleur que moi sur mon terrain. Un maître habillé par son rôle. Avec des ennemis comme ça, vous n'avez pas besoin d'amis. Ah ouais, ça ressemble à...
Mais bah si, regardez. mais c'est- c'est assez explicite. On a compris, il aurait peut-être fallu À un faire moment, des... j'ai cru que c'était Dominique Farrugia qui faisait la météo. Non, je c'est n'ai pas pour te ça faire une. que j'ai. Non. Mais écoutez, très bien. Merci, cher maître. Vous avez fait un excellent travail tous les deux. Et je me dois de donner la victoire. Alors, la dernière fois, j'avais été conquis par le rôle d'outsider de Maître Le Gall. Cette fois-ci, je donnerai quand même la victoire à Maître Pereira. Ouais, la passe D était quand même vraiment Car parfaite devant le je public. ne peux pas me compromettre à ce point. Je suis désolé, maître, mais cette cour a des principes Il n'y quand a même. aucun problème. Merci bien. On va passer à la suite. Il fait chaud là. Hein. On est bien. Passons à la suite tout de suite. Tchou. Hop là. Ah, le jeté de perruque. La pauvre, ça va pas l'arranger. La suite, c'est. Est-ce que vous suivez ou pas? C'est quoi C'est la Duchère. C'est la Duchère, bien sûr. Évidemment. Lyon-la-Duchère, vous en avez pris l'habitude. On suit tout au long de cette saison le club dans la région lyonnaise de la Duchère. Club amateur mais de très bon niveau. Notre collègue Jérémy est en reportage là-bas tout au long de la saison pour les suivre. C'est l'heure de l'épisode numéro 9. Déjà cette semaine, Jérémy a suivi un entraînement. La Duchère est en association en partenariat avec une association qui promeut la pratique du sport pour des enfants atteints d'autisme. Et voilà, on regarde ça tout de suite. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille. Ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 9e épisode, on vous présente un projet lancé par Lyon-la-Duchère en 2023. Accueillir chaque mardi 8 jeunes de l'Institut médico-éducatif Teranga de Tassin-la-Demi-Lune qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Ceux-ci participent à une séance de football adaptée, encadrée par les éducateurs de leur IME et supervisée par l'association AFG Autisme. On a des jeunes TSA, donc du trouble spectre autistique, et le collectif, c'est quelque chose qui était compliqué. La prise d'information, travailler avec l'autre, voilà, pour plusieurs raisons. Et cette activité permet, en tout cas, de développer pas mal de compétences. Ils aiment les séances, ils aiment l'activité. Et même entre eux, hein, il y a une cohésion qui se fait. Et c'est grâce à ces activités-là où on peut produire cette cohésion-là, parce qu'on ne l'a pas automatiquement dans les institutions. Confronté à un service public défaillant pour l'accompagnement des personnes avec autisme, AFG Autisme et l'IME Teranga regrettent un temps d'attente de 7 à 10 ans pour accueillir ces jeunes. La volonté d'inclusion du club duchérois se révèle donc précieuse pour les 2 structures de l'agglomération lyonnaise. On aide les clubs de sport à pouvoir développer des compétences. On forme les entraîneurs comme Jocelyn et on aide les dirigeants des clubs à pouvoir créer des séances adaptées pour que, oui, les enfants et les adultes aussi d'ailleurs, qui sont dans les établissements puissent venir pratiquer dans les clubs, mais aussi des particuliers qui, en attendant d'être accompagnés de manière médico-sociale, pourront au moins avoir une séance d'activité physique. Là, ça a l'air de rien, mais on a changé de sens. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils tournent dans ce sens-là, mais on fait travailler sur le parcours, le même, mais dans l'autre sens. Et ben ça, c'est en soi un vrai travail de flexibilité mentale. Outre la motricité, ces entraînements adaptés développent chez les 8 jeunes lyonnais de 13 à 22 ans l'interaction sociale, la compréhension des consignes et la gestion des émotions. Entraîneur de l'équipe masculine U13 à la Duche, Jocelyn Commun a pris en charge pour la première fois ce groupe de l'IME Teranga en septembre 2024. C'était pas de la crainte, mais plus un saut dans l'inconnu. Voilà. Moi, j'ai vite fait le parallèle avec en fait ce qu'on appelle nous les débutants, donc les U6, U7, U8, U9, où ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire là sur cette section foot adapté, où en fait on va faire beaucoup d'éducatifs. Il va donner une consigne, et là en plus il la donne à l'oral, donc tout le monde a compris que la consigne, le mot bleu, ça correspond au plot, au camp bleu, et le premier qui arrive gagne. Donc là on voit le temps de réaction, et on travaille aussi déjà un petit peu, pour certains, sur la gestion de la frustration, parce que le gagner-perdre, c'est pas toujours évident pour nos jeunes. Jocelyn Commun est accompagné cette saison par le père d'un joueur U13 de Lyon-la-Duchère, Zouhir Missaoui. Il a été immédiatement emballé par ce projet. Mohamed, il fait exprès de ne pas ranger, et puis à la fin, il me dit « Mohamed, il range pas, c'est sa façon de faire, de me taquiner, et voilà.
Après, avec chacun, il faut être différent. On remarque petit à petit certains détails. Avec certains, il faut plus répéter. Avec certains, il faut pas élever la voix. Il faut plus indiquer avec les mains. Voilà, donc on s'adapte. Adil, le foot, c'est comment? Comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça. Comme ça, comment? Comme ça? Comme ça. Oui. Avec les doigts? Oui. Ouais. C'est très bien. Adil, qui est un jeune qui est très réservé, qui est non-verbal. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas nous parler, mais quand il va exprimer des choses, ça va soit être par des gestes ou alors par des bruits. Ça peut être des cris, ça peut être du rire. Donc il va falloir s'adapter à lui. Et à côté, on va avoir plutôt un jeune comme Jalil qui lui par contre est très extraverti, qui va courir un petit peu dans tous les sens, qui a besoin qu'on lui parle beaucoup, qui a besoin qu'on sente, il a besoin de se sentir observé, compris. Nous avons joué des colas. Et c'était quoi? Il fallait faire quoi? Avec le ballon? C'est des passes. Ah, super. Est-ce que tu as gagné? Oui. Tu as gagné. Combien de points tu as marqué, tu te souviens, Jalil? 9. 9, exactement, bravo. Il y en a certains, c'est la 3e année qu'ils font. Franchement, au début, ils passaient plus de temps à courir autour du ballon et autour du stade qu'à être en groupe comme ça. Là où c'est génial, là c'est que je vois 8 jeunes qui font groupe avec leurs éducateurs, avec les entraîneurs, ensemble, qui font vraiment équipe, quoi. Si j'arrive sur un jeu où il y a un petit peu d'inconnu, là en fait eux ils vont avoir du mal à comprendre et ils vont le matérialiser par un arrêt du jeu. C'est pourquoi ces séances sont surtout composées de jeux, de parcours et de séries de tirs au but. Prochaine étape, se rapprocher d'un contexte de match et surtout mettre en place un créneau d'entraînement dédié à Lyon-la-Duchère, hors accompagnement de l'IME. Adil, Jalil, Mohamed et tous les autres seraient ainsi pleinement intégrés à la vie du club. La symbolique serait on est une équipe de la Duchère, on est une catégorie de la Duchère, comme le sont les 17 NAS, comme le sont les seniors N3, comme le sont les U15 R1. Voilà, et ben, il y aurait l'équipe foot adaptée qui jouerait, et si on veut aller encore plus loin, que cette équipe foot adaptée les samedis, elle aille jouer un plateau contre une équipe d'une autre équipe, d'un autre club où il y a un sport adapté, et là ça serait eux pour eux en fait intégrer quelque chose et mettre de côté cet aspect handicap. Et là tu fais l'atelier Erwan. Allez atelier, voilà, bien joué, bravo Erwan. Tant que le gamin il a le sourire à la fin, en fait, moi je me dis que ma séance elle est réussie en fait. Adil, le foot comme ça ou comme ça? Comme ça. C'est comme ça. On aime? On aime. On dit quoi? Au revoir. Merci Jérémy pour cette vidéo et on remercie encore, comme à chaque fois, les dirigeants de la Duchère qui nous ouvrent leurs portes comme ça. C'est vraiment super de pouvoir les suivre. Lors du prochain numéro, il sera question de soutien scolaire. Allez, il est l'heure de jouer maintenant pour finir cette émission. Et comme à chaque fin d'émission, on ouvre les archives et on joue avec les grandes compétitions passées, les athlètes qui les ont disputées. Je sais Julien inquiet, je l'ai vu dans son regard, on n'a pas encore parlé de hand. Avec l'Euro qui s'ouvre ce jeudi. Mais oui, l'Euro de hand. 2 semaines de bonheur avec cette compétition rare. Il faut le souligner. C'est vrai que le dernier date de quoi, d'il y a un mois à peine. On s'en souvient presque plus. Qui est tenant du titre de l'Euro? Est-ce que vous le savez? Bon, probablement le Danemark. Et non, c'est l'Espagne. C'était pas encore une question, mais ça aurait dû. Mais oui, c'était début décembre. Ça, c'est pas ça. Non, ça, ce sera pour la première. Ah, d'accord. Faut pas mettre ça pour l'instant, c'est pas bien. Non, on a gagné l'Euro. Donc Prandi en demi contre la Suède. Le coup franc et on bat le Danemark en finale. Il y a eu les vacances depuis. Allez, prenez vos buzzers. On est là. On est parti. Donc du coup, j'ai même pas précisé. C'est un quiz de hand. Je manque à tous mes devoirs. Handball quoi. L'intitulé du quiz est les Bleus, leur vie, leur œuvre. Ah, ok. Tout simplement. Sur un quiz sur l'équipe de France de hand masculine. On commence facile. Quelle est la grande compétition internationale que la France a le plus remportée? C'était Julien, je crois. Les mondiaux. Les mondiaux, tout à fait. Avec 6 victoires. Donc c'est ça l'illustration, c'est quand ils gagnent en France. Ça, c'est mine de rien, ça commence à remonter en 2017. C'est la dernière fois qu'on gagne un mondial. On a gagné 3 JO et 4 euros. Voilà. On enchaîne avec la deuxième tout de suite. Je veux l'année du premier titre mondial des Bleus, du coup. Julien. 95. 95 en... Reykjavik. En Islande, bien sûr, la Barjo. génération des Barjo. Pas beaucoup de photos de cette époque, mais celle-là est marrante. Avec les petits, Qui faisait Jean-Marie Le Pen là à droite? J'avoue, très bonne question.
Un mondial légèrement poussif. Hein. En poule, ils sont nuls, complets. Ils se retrouvent dans un bled paumé en Islande où ils se disent bon les gars, quitte à être là, autant jouer au handball. Et derrière. La fameuse réunion de groupe qui a tout changé. Ouais, exactement. On s'est dit les choses. Ouais, exactement. 2 points, Julien. La 3e. Citez-moi un handballeur de cette équipe qui n'est pas Jackson Richardson. Il faut enlever l'illustration. Denis Latou. Denis Latou, c'est bon. De toute façon, ça ne me concerne pas de toute façon. Est-ce que vous connaissiez un handballeur qui n'avait pas Philippe Gardan. Oh merde, il y avait Stéphane Gardan, Stéphane Stocklin. Stéphane Sauclin, Frédéric Voll, tout ça, Bruno Marchini, Patrick Casal, ça vous parle pas? Bon, c'est pas. Regardez. Ils sont beaux. Non, Ah, il est personne. là, bah oui. Gardan. En plus, un petit Gardan, trophée. Ah non, c'est une chaise qui est dans sa main. Oui, très bizarre ce trophée. Point Julien encore, Ouais. on enchaîne. Allez. Lors des JO. Non, on va pas faire celle-là, on va faire plutôt la numéro 5. Pour quelle raison la demi-finale du mondial 2007 contre l'Allemagne nous a donné envie d'une 3e guerre mondiale? Parce qu'on s'est fait enfler par l'arbitre. Rappel des faits. Il faut le dire précisément. Qui c'est qui récupère le ballon? Greg Anctil, qui marque dans le but vide et but Non, refusé. Mika Guigou. Ah, Guigou, pardon. Et le but est refusé pour une. Pour rien, on sait pour toujours rien, pas. on sait- Des 15 ans années après, on sait sait pas. toujours pas. C'est vrai. Des arbitres suédois. Ce qui fera dire quand même à Onesta après, de toute façon, on les connaît, à la fédération, ils sont tous suédois, ils voulaient gagner. Des Villas, la phrase c'était. On savait quoi s'attaquer. Exactement. Toujours difficile, la différence entre Claude Onesta et le regretté Roland Courbis, c'est. Oui, tout à fait. La nuance, c'est Bah là, je trouvais que je le tenais plutôt C'était bien. pas mal. mais, Tu l'avais franchement pas mal. Juste très vite fait, au fait, qui c'est le handballeur avec le plus de sélections en équipe de France? Didier Dinard. Et non, Aïe, 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 aïe. c'est à vous, messieurs. Un point avant que ça se termine. Vite, 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 vite. Aïe, aïe, vous l'aurez pas. Vite, Vous l'aurez vite, pas. vite, vous l'aurez pas. Je tente un Karabatic quand même. Hein. Eh ben non, justement, 4e seulement. Jackson, Eh alors. non, c'est Jackson. c'est C'est Jackson. Jackson, 417. J'hésitais T'aurais pu avec- tenter Jackson, Emmerich? Non, ça te disait pas? Ouais, non. Non. Bon, bah tant pis. Allez, c'est la fin, déjà, de ce quiz. Je sais que William et Emmerich m'en voudront. C'est dommage. Merci les gars, merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Ciao, bye bye à tous.